il est 13h. Le journal. Au sommaire de ce journal, la célébration ce lundi 22 mars 2021 de la Journée mondiale de l'eau, une journée dont le but est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable, eau propre et assainissement pour tous d'ici à 2030. Les travaux de réhabilitation de l'axe routier Kougoulé-Medoune vont bon train. Sur le terrain, les entreprises de BTP commises par l'État sont à pied d'œuvre pour livrer les chantiers dans les délais. C'est ce que nous dira Ahmed Beni Evaka qui était sur le terrain ce week-end. Hors de nos frontières, au Congo-Brazzaville, Guy Brice Parfait Kolela, l'opposant emblématique au régime en place, est décédé des suites de la Covid-19. L'information a été confirmée ce matin par nos confrères de Radio France Internationale. C'est là l'essentiel du sommaire. Les détails, c'est juste après la transition. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 13h, principale édition d'information de la mi-journée sur nos antennes. Je suis Ida Onyami, à mes côtés pour vous informer Patrick Nzengi Bembo. Bonjour Patrick. Bonjour Ida Onyami. Nous vous le disions en titre, la communauté internationale célèbre ce lundi 22 mars 2021 la journée mondiale de l'eau. Une journée célébrée, il faut le rappeler, depuis 28 ans. Elle met en exergue l'importance de ce précieux liquide, source de vie. Retour dans ce journal sur les enjeux de cette journée avec Nick Jocelyn Fouba. L'un des principaux objectifs de la journée mondiale de l'eau est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement numéro 6, eau propre et assainissement pour tous, d'ici 2030. Cet objectif est encore loin d'être atteint, surtout au sein des pays en voie de développement. Dans ces pays, le liquide précieux est encore un luxe. Plusieurs familles reçoivent dans leur ménage 1 à 2 fois par semaine ce liquide. D'autres attendent toute la nuit la source de vie. Le développement économique et l'augmentation de la population mondiale signifient que l'agriculture et l'industrie ont de plus en plus besoin d'eau et que la production d'énergie gourmande en eau augmente pour répondre à cette demande. Cette année, la journée mondiale de l'eau a pour thème la signification de l'eau pour la population, sa véritable valeur et la manière dont nous pouvons mieux protéger cette ressource vitale. La valeur de l'eau dépasse largement son prix. L'eau a une valeur incalculable et complexe, soit pour notre foyer, pour notre culture, pour notre santé, pour notre éducation et pour notre économie. Cette journée mondiale consacrée à l'eau nous donne l'occasion de parler des problèmes d'adduction en eau potable à Libreville. C'est le cas des habitants de Dragage dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville qui peinent à s'approvisionner en eau potable quotidiennement. La nuit, il faut attendre parfois jusqu'à 2h voire 3h du matin pour recueillir de l'eau provenant des robinets. Les retardataires sont le plus souvent obligés de mettre la main à la poche. C'est ce que nous rapporte Elda Nelikumba. Pénurie d'eau à Libreville, de nombreux citoyens ont développé le commerce de ce liquide à domicile pour aider leurs compatriotes en manque. Dame Esther, vendeuse à Nzengayong Dragage. Avant, on avait quand même l'eau qui arrivait jusqu'à 8h, 9h. Les gens avaient quand même le temps de se réveiller pour puiser de l'eau de 6h à 8h. Mais maintenant, l'eau se coupe à 5h. Et avec le couvre-feu, nous étions obligés d'acheter des réserves d'eau, puisque quand l'eau arrive entre 23h, minuit, 1h, et ça s'arrête à 5h30, nous sommes obligés de faire une connexion entre notre compteur d'eau et les cuivres. Et quand nous venons le matin, parfois s'il y a la pression, la cuivre est pleine. S'il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'eau dans les cuivres et on fait avec le peu que nous avons. Comme toute activité bien menée, la vente d'eau nourrit son homme. Il y a les bidons de 20 litres que nous faisons à 100 francs le bidon. Les 10 litres, c'est 50 francs. Et les plus petits, 25 francs le bidon. Ce qui fait qu'une cuivre, par exemple, de 1000 litres peut faire une réserve de 50 à 40 bidons.
Malgré l'insécurité dans ce quartier du 6e arrondissement de Libreville, la commerçante et ses clients n'hésitent pas de sortir à des heures indues pour avoir de l'eau. Nous gardons souvent les récipients des clients. Quand ils viennent là, s'il n'y a pas d'eau, ils sont obligés de laisser leurs récipients. Parfois, on est obligé de se lever même à 4 heures. On prend tous ces risques-là pour venir les charger l'eau dans leurs récipients. Ceux qui veulent l'eau directement de la pompe, parfois aussi prennent le risque de venir puiser leur eau à 5 heures du matin, 4 heures. Certains sortent même avec des machettes parce qu'ils ont peur d'être braqués. On braque même les brouettes. On braque même les brouettes. C'est le quotidien des populations de Libreville, notamment ceux de Zengayong, dragage à gauche et à droite, qui ne demandent que le nécessaire, l'eau, source de vie. À Franceville, la capitale provinciale du Haut-Togo, la célébration de la journée mondiale de l'eau n'est pas passée sous silence, Patrick. 48 heures avant la commémoration de la dite journée consacrée à l'eau, l'équipe du laboratoire de recherche multidisciplinaire en environnement ont organisé une série d'activités à l'Université des sciences et techniques de Masuku. L'initiative a réuni plusieurs acteurs du monde de l'eau. Les détails avec Arnondo Ngozogo. La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger, le thème a fait l'objet de plusieurs communications à l'Université des sciences et techniques de Masuku, à l'initiative du laboratoire de recherche multidisciplinaire en environnement. Dr Adélaïde Eketima, enseignante-chercheur en microbiologie. La présentation du laboratoire organisateur de la journée avec le docteur Norbert Ondonzwe Abaga qui a décrit les équipes et l'objectif principal du laboratoire qui est l'étude des impacts environnementaux et anthropiques de l'air, de l'eau et du sol. Le docteur Donald Romaric Rotembo Mboru a exposé les résultats d'une enquête menée auprès de la population du quartier Mbaya sur l'utilisation des fontaines publiques et leur perception de la qualité de l'eau. Le laboratoire de recherche biochimie, la REBIO, avec le docteur Cédric Sima Obian de l'USTM, nous a présenté l'eau comme écosystème avec l'utilisation des thétas pour évaluer le seuil de toxicité des molécules actives extraits des plantes médicinales. À ce panel d'universitaires s'est ajouté d'autres acteurs qui interviennent dans le domaine de l'eau. Nous avons ensuite eu l'opportunité d'accueillir l'agence gabonaise de normalisation avec son chef de délégation régionale du Haut-Togo et de l'Ogoé-Lolo, M. Kombila et Marc Séverin, qui nous a présenté l'ensemble des domaines d'action de la GANOR. L'ASEG avec M. Ibouyi, Jean-Christian, a parlé de la potabilisation de l'eau. Puis, nous avons fait la rencontre d'un nouvel acteur privé, IMDG, intérim mise à disposition Gabon, avec le monsieur Corbet Sylvain et monsieur Lavigne Jean-Philippe, qui travaillent sur la production des modules de traitement autonome de l'eau, dont la fabrication sera entièrement réalisée dans le Haut-Togo. C'est la première fois que le laboratoire de recherche multidisciplinaire en environnement commémore la journée mondiale de l'eau. Pour des raisons académiques, l'événement a été célébré 2 jours avant la date officielle et les activités organisées à cet effet ont respecté les mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Après l'estuaire l'Ogoé maritime, le gouvernement gabonais avec l'appui financier de la Banque mondiale vient de boucler par la province du Moyen-Ogoé la série de remises des sites aux entreprises adjudicataires et procéder au lancement officiel des travaux de réhabilitation des forages dans une vingtaine de villages, regroupements de villages et districts. Retrouvons à Lambaréné notre envoyé spécial Achille Mondamoussoti. Le regroupement des villages Tchatonga et les villages Aloa, També et Pointe-Élise dans le département de l'Ogoé-des-Lacs dans le Moyen-Ogoé verront bientôt leurs ouvrages hydrauliques réfectionnés. L'entreprise adjudicataire procédera à divers endroits pendant plusieurs semaines aux installations des panneaux solaires, des nouvelles pompes à motricité humaine, construction des châteaux d'eau et traitement des forages, ainsi que l'extension des réseaux. Le coordonnateur et chef de projet accès aux services de base en milieu rural et renforcement des capacités dresse le bilan. Ange Mavungumbumba. De façon globale, c'est une tournée plutôt satisfaisante puisqu'il était question de remettre 27 sites à 2 entreprises. La première entreprise avait 10 localités et la deuxième 17. Sur l'ensemble, tout ce que nous pouvons regretter, c'est la difficulté d'accès à la localité d'Iwandé, où nous n'avons pas pu accéder du fait des contraintes naturelles. L'accès est fermé, mais dans tous les cas, pour ce qui nous concerne, nous estimons que les 26 localités qui ont fait l'objet de remise devaient voir leurs travaux démarrer incessamment. Sur le volet pérennisation de ces équipements, au niveau du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, la Direction générale de l'eau, à travers la direction de l'hydraulique rural, a un service
chargée de la maintenance des équipements hydrauliques sur toute l'étendue du territoire. Mais pour ce qui concerne le PASMIR, cette direction travaillera en collaboration avec les conseils départementaux. Elle commencera par renforcer les capacités de ces conseils départementaux et ensuite elle accompagnera ces conseils départementaux pour effectuer les dépannages de moins d'importance. Aussi, les populations ont-elles été sensibilisées sur le mécanisme de gestion des plaintes? Il s'agit d'une plateforme qui permet au projet de recevoir des réclamations, mais aussi de gérer au mieux toutes les plaintes ou toute autre préoccupation qui pourrait être posée par les bénéficiaires d'abord, ensuite par toutes les personnes qui ont intérêt à agir dans le processus de réalisation des travaux que nous avons engagés dans les différentes localités. Ces travaux, initiés par le gouvernement gabonais avec l'appui financier de la Banque mondiale, évalués à un peu plus de 320 millions de nos francs, vont durer 1 à 4 mois. Sur le chemin du retour à Lambaréné pour Radio Gabon, la référence, Achille Mwanda Moussotsi. Pour la suite de ce journal, on parle des travaux de réhabilitation de l'axe Kougoulou-Meduneu qui vont bon train sur le terrain. L'ensemble des entreprises adjudicataires s'activent à livrer ce vaste chantier dans les délais. Après l'ensoleillement mécanisé, les techniciens et ouvriers des 4 entreprises de BTP procèdent actuellement au reprofilage et rechargement de la chaussée. C'est du moins ce que nous rapporte notre reporter Ahmad Beni Evaka. Sur ce linéaire de plusieurs kilomètres, les entreprises commises par l'État, dont Blud BTP, sont à pied d'œuvre pour livrer le chantier dans les délais. Un de ces ingénieurs nous indique ici les étapes déjà réalisées sur les 40 kilomètres qui lui ont été attribués. Là, nous sommes sur un linéaire de 15 kilomètres. Là, nous sommes en train de faire un reprofilage et un rechargement partiel et également en train de faire des ensoleillements mécanisés. À vue d'œil, ce chantier est exécuté en tenant compte de certaines exigences en la matière, et ce malgré les difficultés rencontrées sur le terrain. Sur le linéaire de 15 km, nous avons déjà réparé plus de 8 bourbiers. Et là, nous reste 25 km pour atteindre les 40 km. Il y a une équipe tout au fond qui est en train déjà d'aménager les ponts. Nous osons espérer que les 4 mois, nous allons les respecter comme le dit le cahier des charges. Les populations, de leur côté, espèrent que ces travaux iront à leur terme pour faciliter leur déplacement de Kougoulou vers Meduneu sans stress, ni pression liée au mauvais état de la route. S'il n'y a pas la voiture, on marche. De Kougoulou jusqu'ici à pied. Donc nous voulons que vraiment des gens qui ont commencé à faire ça, qui n'arrêtent pas, que l'État gabonais fait sortir de moyens pour que la route puisse continuer jusqu'à la fin. Pour rappel, ce axe routier fait partie des priorités du gouvernement à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Les déplacements des populations seront plus fluides et l'activité économique sera plus ou moins relancée. Parlons également dans ce journal de la lutte contre la Covid-19 et la stratégie mise en place par le gouvernement pour freiner la propagation du virus. Au PK58 sur la Nationale 1, les hommes en uniforme travaillent de façon à faire respecter les consignes de leur hiérarchie. Les voyageurs ne remplissant aucune des mesures exigées sont systématiquement sommés de faire demi-tour. Le constat avec Ahmad Beni Evaka. Il est à peine midi lorsque nous arrivions au poste de contrôle du PK58, un checkpoint principalement constitué des éléments de la gendarmerie nationale. Ici, tout véhicule en provenance de Libreville et en partance pour l'intérieur du pays doit systématiquement marquer un arrêt afin de permettre aux usagers de présenter aux agents en uniforme leur test PCR Covid-19 négatif et leurs autorisations spéciales pour tout déplacement. Adjudant Fabrice, Mikala Moussavou. Donc lorsqu'on parle de Grand Libreville, on parle de Libreville jusqu'à tout. Dépasser tout, nous allons dans le sueur. Donc ceux qui doivent partir de Grand Libreville pour l'intérêt du pays doivent être munis nécessairement du test Covid de négativité, donc qui a une durée de 7 jours, et de laisser passer. Depuis le début de cette opération diligentée par le gouvernement, les éléments affectés à ce checkpoint se félicitent de n'avoir laissé passer aucun compatriote, soit-il un ancien haut responsable de l'administration gabonaise. Les Gabonais, ils pensent que peut-être que c'est une affaire de la gendarmerie, alors que c'est le gouvernement qui prend les décisions. Monsieur Manga Moussawa qui est refoulé, en l'occurrence, je peux me citer encore le procureur de la République sortant, tous ont été refoulés parce que ce sont des autorités, on doit vous montrer l'exemple. Voici qui devrait rappeler à tous la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures restrictives prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Parlons à présent de la situation que traversent les employés de la CNI, la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale.
Depuis 8 mois, ils sont sans salaire et pour manifester leur mécontentement, ils ont décidé d'arrêter toute activité, une situation qui n'est pas sans conséquence. De Port-Gentil, nous avons la correspondance de Ludwig Djembi. C'est donc le jeudi 18 mars 2021 que les employés de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale CENI sont rentrés en grève illimitée. Parmi les revendications évoquées par ces employés, le non-paiement des salaires depuis 8 mois, le non-respect de l'octroi des congés annuels. Aujourd'hui, nous sommes en grève tout simplement parce que nous avons 8 mois de salaire impayés, nous avons des arriérés de salaire et cette situation perdure depuis environ 3 ans. Et là, elle s'est vraiment empirée parce que aujourd'hui, nous n'avons jamais vécu comme nous vivons maintenant. En fait, il faut dire une chose. 2020, nous avons eu 6 salaires sur 12 sous la gestion de M. Ngueba qui est arrivé du Covid-19 avec le manque d'outils de production. On n'arrive plus à pouvoir payer les salaires des employés. Vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Nous avons les enfants qui sont dehors, qui n'apprennent plus. Plusieurs de nos collègues, ils ont été chassés des loyers parce qu'ils n'arrivent plus à payer. Et vraiment, cette situation est vraiment déplorable. Maintenant, aujourd'hui, je crois bien que nous sommes dans l'obligation de prier un peu pour que l'OLE puisse nous entendre, qu'ils nous viennent en aide. Aujourd'hui, il y a des agents de la CENI qui deviennent incrédibles au quartier, qui dorment dans les véhicules abandonnés, d'autres qui sont dehors avec les enfants, tels que moi. Je rentre hier soir, je sors de la grève hier soir. Je rentre à la maison, malheureusement, on m'a chassé les enfants de l'école. Notons que la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, CENI, a été créée en 1978. Elle exerce dans les transports du personnel et les fret entre Port-Gentil et Libreville, et anciennement à l'intérieur du pays, à savoir dans le Fernavaz, à Lambaréné et Ndjolé. Elle emploie actuellement plus de 300 personnes. Radio Mandji, Ludwig Djembi pour Radio Gabon, la référence. Le 18 mars dernier, la communauté musulmane a perdu une personnalité ayant marqué l'histoire de l'islam du Gabon. Il s'agit de l'ancien vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, dont il a tenu les rênes de 1996 à 2005 sous le règne du raïs de la communauté musulmane du Gabon, en la personne de Souleymane Ntchoréré. Revenons sur l'histoire de l'homme avec Issa Stimfan. La communauté musulmane du Gabon a rendu ses hommages mérités à Souleymane Gérard Ntchoréré, ancien vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. L'illustre disparu a œuvré activement à la valorisation et la promotion d'un islam du Gabon, ayant promu plusieurs imams gabonais s'intéressant aux sciences arabo-musulmanes. Animé d'un esprit d'ouverture et d'un discernement digne d'un roi, lors de ses échanges avec ses pairs, il a souvent su imposer un certain réalisme pour résoudre les dilemmes dont sa communauté faisait montre lorsqu'elle a été confrontée à des difficultés. Il a eu pour cheval de bataille la promotion de l'éducation dans la communauté musulmane. Il va accueillir à cœur ouvert le plaidoyer relatif à la mise en place d'un ordre privé d'enseignement islamique au Gabon lors de la rétrocession du lycée de l'amitié dans le patrimoine de cette communauté. Il sera l'un des promoteurs de l'ouverture des universités islamiques aux étudiants gabonais au Soudan, en Égypte et en Arabie saoudite. Quant à l'intégration sociale de la communauté musulmane gabonaise, il initie avec ses collaborateurs l'organisation du premier congrès de la communauté musulmane en 2004 à la Cité de la démocratie. Doté d'un esprit d'ouverture acquis à la négociation, l'homme était réputé pour sa grandeur d'esprit. Dimanche 21 mars dernier, il a reçu son numéro d'accès au monde des immortels. Sans transition, l'actualité hors de nos frontières. Pour en parler, on reçoit dans ce studio Nelly Moutsogo. Bonjour Nelly. Bonjour Ida, bonjour chers auditeurs. On débute par le Congo-Brazzaville avec le décès de Guy Brice Parfait Kolela, le principal opposant au président Denis Sassou Nguesso. L'annonce a été faite par son directeur de campagne ce matin. L'opposant congolais Guy Brice Parfait Kolela, principal rival de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle qui s'est tenue hier dimanche au Congo-Brazzaville, est décédé des suites du Covid-19 lors de son transfert vers la France. Hier en après-midi, son décès est survenu donc lors de ce transfert dans l'avion médicalisé qui était venu le chercher dans l'après-midi à Brazzaville. Avant cela, Nelly, les populations votaient pour élire leur prochain président. 7 candidats sont en lice.
quelques 2,5 millions d'électeurs étaient appelés à choisir l'un des 7 candidats en lice au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso brigue un nouveau mandat de 5 ans et espère donc être élu dès le premier tour. Face à lui, 6 adversaires qui mettent déjà en cause la transparence du scrutin et pour cause, l'accès à Internet et aux réseaux sociaux a été coupé durant le vote. Aussi, ces derniers affirment que la poursuite du règne de Denis Sassou Nguesso de 37 ans semble être assurée, d'autant plus que le pouvoir du président s'appuie sur les forces de sécurité lourdement armées. Les résultats du scrutin ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Pour la boucle au Bénin, on parle de l'acquisition du vaccin Covid-19. La Chine signe un accord avec le pays. C'est le 20 mars dernier que les deux pays, la République populaire de Chine et le gouvernement du Bénin, ont signé un accord relatif à un don de vaccins contre la Covid-19, un acte qui témoigne de la solidarité sino-béninoise. Le Bénin a donc reçu 2 lots de vaccins, un acheté par le gouvernement béninois et l'autre offert par le gouvernement chinois. Lors de la 73e Assemblée mondiale de la santé l'an dernier, le président chinois avait promis que le vaccin chinois, une fois mis sur le marché, deviendra un bien mondial accessible et abordable aux pays en développement. Merci pour toutes ces informations, Nelly. Le sport, dans ce journal pour en parler avec moi, David Magana. Bonjour. Bonjour Patrick Nzengi Mbembo. Bonjour à Ida Onyami. On parle basketball. La ville de Mouila, dans la province de Langourné, abrite ce lundi 22 mars 2021 un séminaire de formation. Oui, cette formation est destinée à l'intention des officiels techniques de la balle orange. Elle est organisée par la FEGABAB, la Fédération gabonaise de basketball, en collaboration avec l'Office national du développement du sport et de la culture. Sur le bien fondé de cette formation, écoutons le responsable de la communication de la FEGABAB, Aimé Manix Monjo. Il s'agit d'une formation qui est adressée aux coachs, aux officiels techniques, aux arbitres et formateurs aussi, et qui va s'étendre sur 2 mois, qui commence donc ce 22 mars dans la province de Langourné, précisément à Mouila. C'est pour renforcer les effectifs au niveau donc de ces officiels techniques qu'on a remarqué qu'il y avait un déficit. Donc la Fédération gabonaise de basketball a pensé à le faire. Ça fait partie des axes de notre projet de campagne à l'époque qu'on met en pratique après le temps mort qui s'est très bien passé. Maintenant nous sommes au niveau des formations. Et il faut dire aussi qu'au cours de ces formations, on va lancer la Ligue provinciale de la Nyanga qui n'existait pas avant, ce sera la première fois donc, et on va la mettre en pratique, cette activité. Il faut dire qu'on a eu le soutien de la tutelle par l'Office national du développement du sport et de la culture qui nous a tendu la main et qui nous accompagne tout au long de ces 2 mois de notre caravane. Les clubs de Ligue 1 et 2 françaises sont finalement revenus sur leur décision de libérer les joueurs africains. Les internationaux gabonais seront tous là ce lundi. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour les Panthères du Gabon. Tous nos joueurs évoluant en Ligue 1 et Ligue 2 joueront les 2 matchs des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021 face respectivement à la RDC le 25 mars prochain à Franceville et 6 jours plus tard face à l'Angola à Luanda. Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont pris la décision de libérer les joueurs. Nos internationaux arrivent ce lundi 22 mars 2021 à Libreville en début de soirée. Un avion a été affrété par le gouvernement gabonais. La FEGAFOOT a rempli toutes les conditions exigées par la Fédération française de football. Le processus de normalisation de la Fédération gabonaise de taekwondo a pris fin hier avec l'élection de Denis Mbumba. Oui, après plus de 3 ans de léthargie, la Fédération gabonaise de taekwondo a un nouveau président. Il s'agit de maître Denis Mbumba. L'ancien président de la Ligue de l'Estuaire a obtenu 4 voix sur 7, soit 57,14%. Le nouveau président a décliné son programme pour les 4 prochaines années. On écoute Denis Mbumba.
Aujourd'hui, c'est le taekwondo qui a gagné. Nous avons préparé cette élection pour relancer le taekwondo gabonais. Avec cette victoire, c'est nullement la victoire de Denis Mbumba, c'est la victoire de toute la famille du taekwondo pour la réunification. J'aurais besoin de toutes les forces du taekwondo, de toutes les connaissances pour m'accompagner dans cette lourde mission. Donc ce qui est sûr, c'est que mes challengers d'aujourd'hui, je vais travailler avec tout le monde pour la bonne marche de notre discipline. Les défis déjà, c'est de vite relancer le taekwondo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, vu la Covid, il n'y a pas de compétition, mais déjà mettre en place un mécanisme, il faut déjà faire le tour des provinces, déjà voir l'état des lieux, de ce qui se passe là-bas, et ensuite se mettre au travail. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à votre journal. Mais avant, voici le rappel des titres. La célébration ce lundi 22 mars 2021 de la Journée mondiale de l'eau, une journée dont le but est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable, eau propre et assainissement pour tous d'ici à 2030. Les travaux de réhabilitation de l'axe routier Kougoulemé-Douneu vont bon train. Sur le terrain, les entreprises de BTP commises par l'État sont à pied d'œuvre pour livrer les chantiers dans les délais. Vous avez suivi les explications d'Ahmed Beni-Evakar. Hors de nos frontières, au Congo-Brazzaville, Guy Brice Parfait Kolela, l'opposant emblématique au régime en place, est décédé des suites de la Covid-19. L'information a été confirmée ce matin par nos confrères de Radio France Internationale. C'était votre journal qui a vu la précieuse collaboration de Rokia Moneme à la réalisation. Au montage Bibi Chada Sende, mise en onde de main de maître par Fride Tanguy Boubanga, collaboration rédactionnelle de Nelly Moutsogo et Hervé David Magena. Pour vous informer, Ida Onyami, à mes côtés Patrick Nzengi, nous vous laissons dès à présent suivre l'éditorial d'Alain Donkoura. Au revoir et à demain, même heure.